Donc merci pour cette session sur les outils pour comment effectivement se répartir de la valeur dans un collectif, différents types de valeurs. Donc je présente un petit peu à nouveau pour ceux qui étaient retardataires. Donc Charlie, alias Changako, qui s'occupe d'une plateforme qui s'appelle Libérap. Donc Francesca Pic pour CoBudget, voilà. Pib, qui va nous parler de Wikimedia, Wikipédia. Peut-être qu'il y aura peut-être l'occasion de dire les différences entre les différents noms et ce que ça recoupe. Marion Rousseau, que vous avez déjà dû voir sur scène, qui fait beaucoup de choses sur Seromix, qui est au four et au moulin, et entre les deux en permanence, entre la cuisine, l'accueil, l'animation et le témoignage. Donc, il y a ce nouveau monde numérique qui suscite beaucoup d'intérêt. On se demande comment on devient contributeur, comment on vit de la contribution, avec quels outils. Donc on va commencer rapidement par présenter les différentes personnes et dire un peu comment elles pensent se situer par rapport à la problématique générale d'Aeromix et celle de cet atelier sur les outils. Charlie. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez, oui? C'est bon. Alors, donc moi je suis le cofondateur, le développeur principal d'une plateforme qui s'appelle Libérap, voilà, qui est là, qui est une plateforme de dons récurrents, donc de dons monétaires. Voilà. Donc nous on s'attaque au problème du financement de façon directe, quoi. On essaye de récolter l'argent via une plateforme donc, qui facilite la récurrence, c'est-à-dire parce que le but c'est d'arriver à un revenu stable pour les contributeurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est la page de l'équipe Libérap. Voilà. Donc ça, c'est nous. Et on a en ce moment 92 € par semaine. Donc ça fait pas beaucoup pour développer une plateforme mondiale, monétaire. C'est un peu comme PayPal, quoi, sauf que nous, on n'a pas besoin de s'occuper des gens qui se plaignent que c'est pas livré, parce que c'est que du don. Mais voilà, PayPal, c'est pas une seule personne avec 92 € par semaine. Et donc, la plateforme elle-même, c'est un logiciel libre, donc elle est développée de manière ouverte. Donc vous voyez qu'on a 30 membres dans l'équipe. Alors c'est principalement des traducteurs, puisque Libérap a une vocation internationale, c'est pas une plateforme française. Enfin, c'est basé en France, mais c'est vocation à fonctionner partout. Vous voyez que les traductions c'est très inégal, il y en a qui sont à peine commencées. Il y en a qui sont complètes. Donc ça, vous pouvez contribuer. Et si vous contribuez, vous pouvez venir dans l'équipe Libérap et vous rémunérer. Donc ça, c'est un peu la thématique de ce panel, c'est comment on répartit l'argent. On va peut-être en parler plus tard. Voilà. Je pense que pour la présentation, ça suffit. Je vais passer la parole. Oui, vas-y. Merci. Bonjour. C'est Francesca, je suis membre actif de WeShare depuis presque 6 ans. Et WeShare, c'est un réseau d'associations dans le monde et dans lequel on se pose depuis longtemps beaucoup aussi la question de rémunération des contributeurs et comment nourrir et maintenir notre commun. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai aussi rejoint un autre collectif qui était déjà mentionné avant par Michael Bowens, le réseau Inspiral de Nouvelle-Zélande. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans Inspiral, il y a beaucoup de développeurs web. Et c'est pour ça qu'ils ont développé plusieurs outils assez intéressants pour les collectifs, pour s'organiser et vraiment créer une infrastructure technologique pour s'organiser. Alors, il y a un qui est assez connu, Lumio, qui est utilisé aussi dans WeShare depuis très longtemps. Et il y a un autre qui s'appelle CoBudget, sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant. Et alors, l'histoire de CoBudget, c'est que dans Inspiral, il y avait un process de budget participatif qui était fait avec juste un tableau Excel.
et qu'à un moment donné, quelqu'un a juste décidé de créer une application de ce tableau Excel. Et alors, c'était un outil qui était vraiment juste pour ce réseau, mais qui depuis quelques années, alors 2 ans à peu près, est disponible pour les autres groupes à aussi utiliser, mais qui n'avait pas vraiment une équipe et quelqu'un qui voulait amener ce projet avec une vision plus large. Et c'est alors avec une nouvelle équipe maintenant qu'on est en train de reprendre cet outil pour voir comment ça peut aider des gens dans des autres contextes. Alors peut-être si j'ai... Oui, un petit aperçu rapide de à quoi ça ressemble. Peut-être qu'il y a moyen exactement. tout le monde... Alors je pense que pour être plus concret, qu'est-ce que c'est? Alors on est en private beta en ce moment, alors si vous voulez accès, c'est possible, c'est juste il faut écrire un email. Alors c'est un outil pour l'allocation de ressources collaboratives et transparentes. Et c'est vraiment basé, alors si tu vas à la prochaine slide, sur le concept de bucket. Alors un bucket, c'est comme un projet ou une ligne dans ton budget. Et le concept, c'est que tu as un groupe et tous les membres dans le groupe, ils peuvent proposer un bucket eux-mêmes. Et alors je peux inviter pour tous les membres de mon collectif. Je peux leur donner de l'argent, alors en fonction de ce qui était décidé dans le groupe, de comment les ressources sont distribuées. Et après, toutes les personnes, alors je peux voir qui a combien d'argent dans le groupe. Et là, si tu vas exactement, chaque personne peut proposer des projets, des buckets à financer. Et comme un type de plateforme de crowdfunding interne, je peux voir la liste de tous les buckets qui sont en train d'être financés. Les idées peuvent être discutées et je peux voir le progrès comme vous pouvez voir. Et après, alors tout le monde peut financer les buckets qui se tient avec l'argent qu'il a dans son compte. Alors c'est super facile, c'est pas avec du vrai argent, mais ça représente du vrai argent. Et peut-être je vais aller plus dans ces détails après qu'on discute. Oui, là c'est juste. Mais j'ai quelques exemples, peut-être que je peux montrer plus tard sur comment on utilise cet outil dans WeShare, aussi dans Inspiral, et quelques autres collectifs intéressants qui appliquent ça de façons différentes. Merci. Bonjour, Pierre Baudouin de Wikimedia France. Je viens de reprendre la présidence depuis quelques semaines. Vous connaissez tous Wikipédia, qui peut être vu en fait comme une plateforme de blog par exemple. Avant l'existence de Wikipédia, vous auriez créé un blog ou un site web pour faire connaître votre passion. Si vous aimez les chevaux par exemple ou les Pokémon, voilà, chacun aurait créé son site dans son coin. Et donc là en fait on mutualise certaines ressources, on mutualise la plateforme technique, le logiciel qui s'appelle MediaWiki. On mutualise le nom. Tous ces blogs, tous ces sites sont sous la bannière Wikipédia. Ça permet d'avoir un bon ranking dans les moteurs de recherche et d'être connu. Alors, je t'interromps, ranking, c'est le rang pour être trouvé facilement sur le moteur de recherche. Voilà, le fameux, c'est pour ça que vous trouvez généralement Wikipédia dans les premiers résultats de vos moteurs de recherche préférés. On mutualise aussi les sous. Là, vous l'avez certainement vu, si vous allez sur le site, on est en pleine collecte de sous. C'est la fondation américaine en fait qui gère cette collecte, qui est l'hébergeur de Wikipédia, l'hébergeur physique. Donc c'est elle qui achète les sites web, les serveurs et tout ça, qui paye les administrateurs système, tout ça. Et donc ensuite, l'argent est mis dans un pot commun et chaque pays, chaque association, qu'on appelle locale, en fait nationale, dont fait partie Wikimedia France, fait une demande de subvention pour avoir une partie de cet argent. À l'heure actuelle, on parle de 90 millions. Chaque année, ça grimpe un peu plus. Voilà cet ordre de grandeur, à peu près. Sachant que, bon, on en reviendra, jusqu'à présent, personne n'est rémunéré pour rédiger du contenu. Aucun, ce qu'on appelle Wikipédien, n'est payé, en tout cas directement par le mouvement Wikimedia.
Donc oui, un petit point jargon. Pourquoi on appelle Wikimedia? En fait, vous connaissez l'encyclopédie Wikipédia, mais elle fait partie d'une galaxie d'une dizaine de sites web qui tournent autour de la culture du savoir, fonctionnement avec les mêmes principes, les mêmes valeurs. Donc logiciel libre, contenu sous licence libre, logiciel MediaWiki qui est développé aussi en interne, participation communautaire, voilà, etc. Et ça va assez loin, la participation participative, la participation communautaire des gens. Sur Wikipédia, par exemple, ils gèrent toutes les pages. La homepage, la page d'accueil est gérée par la communauté. Ils font des votes pour décider de la mise à jour, la nouvelle façon d'agender l'information sur la homepage. La page d'accueil, pardon. C'est pour ça que, selon les langues, le site peut changer. Pareil aussi pour activer ou désactiver des parties du logiciel. C'est aussi les communautés qui décident. Et on parlait du support tout à l'heure. C'est aussi l'essentiel du support du service client, entre guillemets, est géré par des bénévoles. Ils répondent dans les mails dans je crois une soixantaine de langues à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup de mails. Donc voilà un peu une présentation rapide de ce qu'on fait. Merci. Alors moi je voulais dire une petite chose déjà, c'est qu'on parle beaucoup de numérique depuis ce matin. En fait c'est surtout parce qu'il y a vraiment une culture qui s'est redéployée via les outils libres et open source via le numérique. Et aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, parce que je ne suis pas du tout geek, développeuse, je ne connais pas particulièrement en technique, mais ce qui m'intéresse c'est de matérialiser justement ce qui a été dématérialisé via des plateformes, etc. Et donc moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est vraiment comment on s'approprie cette culture du numérique pour la mettre dans des projets, en place dans des projets concrets. Donc finalement, contributeurs, contributrices au commun, que ce soit via le numérique ou dans le concret, je trouve que cette slide résume assez bien ce qu'on entend, nous, par contributeurs et contributrices. Donc il y a des petits points intéressants du type être autonome, choisir quand on travaille, quand on le décide, ne pas forcément avoir besoin de diplôme et d'expérience ou de référence pour exécuter quelque chose, donc réussir à se former au fur et à mesure, reconnaître ses compétences et pouvoir les mettre en œuvre sans autorisation, dissocier la rétribution attendue des contributions, donc ça on pourrait y revenir. Donc la question de la transparence, de la bienveillance, vraiment cette question d'axer nos actions autour d'une ressource et d'être vraiment au service de cette ressource, de choisir les contraintes aussi qu'on est prêt ou prête à accepter. On parle énormément aujourd'hui de burn-out ou de bore-out, voilà, donc comment on se place par rapport à tout ça, et terminer en beauté par le fait de donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments qui pour nous sont assez forts. Après, bon, là, le petit livret résume de manière assez succincte les outils qu'on est en train de présenter aujourd'hui, donc avec LibreAP, Open Value Network, le modèle Polovin qui est dans la salle, ici présent, vous pourrez aller le harceler de questions au repas, et le modèle Anis, qui va aussi nous intéresser maintenant, parce que j'avais envie de vous transmettre un petit peu les explorations et les expérimentations qu'on mène dans le cadre de l'Anis. Donc on a testé la plateforme LibreAP, on a vu qu'il y avait certaines limites par rapport à nos usages, donc on essaye d'adapter un outil qui nous convient pour les usages qu'on a au quotidien, et on est en train de voir justement avec les plateformes déjà existantes comment on peut améliorer entre guillemets ou ajouter des composantes à ces plateformes-là pour qu'elles répondent à nos besoins. Donc on n'a pas envie de recréer une plateforme, mais on a plutôt envie de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour que ça puisse servir à nos usages. Voilà, je vous présenterai ça. Sur capacité. Oui, donc l'ANIS, ça c'est un modèle de fonctionnement, et après je vous expliquerai aussi en quelques mots le projet donc capacité que j'ai déjà évoqué ce matin. Donc brièvement capacité, si je peux revenir dessus. Donc capacité en fait c'est un mix entre un tiers-lieu et une sorte de coopérative, entreprise ouverte, marque ouverte qui permet de développer des services, des biens, de produire des choses dans une logique toujours de libre, d'open source et d'accessibilité, de transparence. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir ce projet aux personnes intéressées. Donc on n'a pas de limite ni d'âge, ni de compétences, de diplôme, à part qu'il faut avoir minimum 16 ans pour des questions
droit du travail, parce que les personnes qui rejoignent Incapacité disposent d'un contrat qui s'appelle le contrat CAP, qui leur permet de facturer, de faire des devis, etc. Donc si on va défiler juste vraiment très rapidement. Donc voilà, donc on a parlé aussi un petit peu de la gouvernance, donc on essaye de mettre en place des outils, de partager les outils d'organisation collaborative, donc l'Umio et les outils dont on parle aujourd'hui, donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Et après, l'idée c'est donc que les gens qui rejoignent Capacité se mettent assez rapidement en action et créent des choses. Donc ce lieu, parce que ça parle d'un lieu, peut prendre la forme d'un lieu de travail, d'une boutique, d'un café, d'un lieu convivial. Et l'idée, c'est qu'après, ils puissent être accompagnés par une communauté de personnes qui vont avoir des compétences, donc, par exemple en construction de meubles, en construction d'objets 3D, de cuisine. D'ailleurs, le buffet que vous allez manger ce midi a été réalisé par les membres du Capacité de Roubaix. Voilà, donc ils sont formés à plein de choses. Ils sont en capacité de proposer plein de services, de se rémunérer, tout en contribuant à une ressource ouverte, partagée. Donc on vous en dira plus tard. Voilà. Donc moi, je suis très intéressé par toutes ces choses qui sont présentées. Je reste toujours interrogatif sur à quoi ça sert vraiment et à qui ça sert vraiment. Voilà. Pour le coup, on essaie de garder la question des usages. Donc vos solutions, vos méthodes, vos démarches, c'est quoi vraiment les gens qui en ont besoin et qu'est-ce qu'ils en font et c'est quoi la vraie valeur en fait, où est-ce que la valeur la plus forte circule dans votre outil pour vous? Ça pourrait être assez subjectif, mais si vous avez des indicateurs ou des manières de montrer les choses, c'est aussi bien. Alors nous, au niveau de LibreAP, moi je suis informaticien et ça a été surtout créé au début pour financer le logiciel libre. C'est un gros problème de financement au niveau du libre, de l'open source. Une infrastructure numérique qui est utilisée par des entreprises qui font du profit et qui ne reversent pas forcément des contributions dans les communs. Et donc nous, LibreAP a été créé pour financer justement ces communs que nous on n'appelait pas communs au début. Nous, c'est juste, on appelle ça du libre. Oui, voilà. Donc, nous, ce qu'on fait... Alors, dans le libre, typiquement, c'est dématérialisé. Hein, c'est du logiciel, ou même ça peut être de l'art, des trucs comme ça. Et ça peut se faire à distance. Donc, typiquement, on a des gens qui sont dans tous les pays du monde. Et donc, là, quand on veut... rassembler ces gens-là et répartir de l'argent entre des gens qui sont partout dans le monde, ça devient vite compliqué. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère directement l'argent des donateurs aux contributeurs. On ne passe pas par une structure au milieu, comme ça il n'y a pas de paperasse à gérer. Ça, c'est les contributeurs qui, eux, déclarent dans leur pays leurs revenus. Voilà, donc ça permet d'éviter d'avoir à créer une structure légale ou d'en rejoindre une existante pour un projet open source. Typiquement, au début, c'est trop petit. Un projet logiciel, au début, c'est trop petit pour avoir besoin de créer sa propre structure. Donc là, ça permet de commencer à se rémunérer potentiellement sur un projet, sans avoir à faire plein de paperasse d'abord. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui existe que sur notre plateforme, ce genre de choses-là. Sur les autres plateformes de financement, typiquement, vous ne pouvez pas verser à des gens partout dans le monde directement, il faut que vous ayez une structure légale derrière. Donc comment ça se passe, peut-être la répartition en elle-même, peut-être évoquer ça. Ouais, si tu peux montrer ça pour... Bah sinon tu étais dessus tout à l'heure. Ouais. Tu n'as pas besoin de te connecter. Donc ce qu'on fait, on appelle ça de la rémunération libre, en français. Take what you want, en anglais. On va aller sur le tableau de répartition des revenus, parce que c'est un peu ce tableau-là qui... Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la répartition libre. C'est-à-dire que quand vous faites partie de l'équipe,
vous choisissez votre part des revenus. Donc ça, Shangako, c'est moi, je suis le développeur principal. Donc là, en ce moment, je suis à 50 € par semaine. Voilà, et les autres, c'est principalement des traducteurs. Donc chacun prend ce qu'il estime mériter, et en fonction du budget qui est là, surtout, puisque le système est limité au revenu qui est disponible cette semaine-là. On ne facture pas ce qu'on devrait réellement avoir. Qui ça est une différence un peu avec les modèles qui sont explorés par Catalyst, Paradis et Capacité. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des tableaux dans lesquels on contribue sont regroupés au sein d'un oui, aussi, voilà. de son profil. On peut contribuer à plusieurs projets. Donc après, ça devient compliqué de gérer tous les tableaux. Donc on a un récapitulatif. On peut changer tout d'un coup. Voilà, comme ça, on peut... Voilà. Donc nous, c'est vrai que c'est un outil qu'on teste beaucoup parce que c'était le premier outil. Bon, alors là, c'est vraiment en mode exploratoire. On ne l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Mais voilà, dans les équipes dans lesquelles je suis, je peux décider d'augmenter ou de réduire ma rémunération. Et donc l'idée avec LiberaPay, ça pourrait être, à long terme, de contribuer suffisamment dans plein de projets dans lesquels on donne le meilleur de nous-mêmes, on apporte notre compétence, et du coup, à travers ça, réussir suffisamment à accumuler pour se payer un salaire, mais on n'est plus en train de travailler pour une entreprise ou une organisation, on est en train de contribuer à plein d'espaces, et c'est a posteriori de notre action qu'on décide de notre rémunération. Et ce qui a intéressé le collectif Catalyst dans ce travail de recherche qu'on a mené sur la rétribution, c'était le premier modèle à travers cette logique de rétribution libre, à permettre de garder la dynamique contributive, qui était bien décrite au départ dans le slide par Marion, voilà, sans avoir besoin de mettre en place une mécanique qui pourrait court-circuiter la logique contributive. Et le fondateur de ce modèle-là, qui est un Américain, Chad, expliquait bien qu'en fait, d'appliquer un modèle de rétribution comme ça ne venait pas détruire la logique contributive. Au contraire, ça permettait même des fois d'améliorer le fonctionnement de l'équipe à travers les discussions qui avaient lieu sur pourquoi tu as pris trop, pourquoi tu n'as pas pris assez. Et ça a été aussi hyper intéressant parce que ça permettait de réguler les frustrations. C'est-à-dire que quand on est dans un modèle où il n'y a pas possibilité de compenser une frustration, du coup on a tendance à quitter le collectif, là où à la limite si on est frustré, on peut prendre plus d'argent et du coup ça compense peut-être le fait d'avoir dû trimer tout seul sur une action dans le collectif et de ne pas avoir à taper sur les autres parce qu'ils n'ont pas fait assez. Voilà, au moins on prend plus. Voilà, on a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que ça fait un modèle comme ça. Bon, en l'occurrence on l'utilise que très peu dans nos collectifs, on en parlera après. Oui, voilà, on peut redire l'évidence un peu, c'est que évidemment c'est transparent. Ça, vous pouvez le voir, vous pouvez voir combien tous les membres de l'équipe LiberaP reçoivent chaque semaine. Et un aspect évident aussi, évoqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez rejoindre l'équipe si vous contribuez au commun, dans notre cas à la plateforme LiberaP, si vous contribuez au logiciel, aux traductions, ou au design, voilà. Tu resteras sur place pour faire des démonstrations du logiciel aux gens qui veulent venir. Est-ce que tu peux passer le micro à ta voisine? On m'a soufflé dans l'oreille que, alors je ne sais plus si c'est WeShare ou Inspiral qui a été très loin dans cette logique de rétribution, qui a expérimenté en modèle ou en volume sur ces questions. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai une bonne information ou est-ce qu'on m'a trompé? De quel modèle? Simon, vas-y. Du coup, les expériences en fait, que vous avez menées au sein de WeShare ou d'Inspiral pour répartir l'argent, que ce soit avec co-budget ou via des modèles où est-ce que chacun décidait comment. Puisque vous avez aussi, typiquement, vous avez organisé d'événements. Oui, alors on a déjà fait pas mal d'expérimentations différentes, c'est pour ça que j'étais pas sûre de quelle on parle. Alors je pense que je peux pas décrire toutes les choses qu'on a testées. Il y a quelques-uns qui sont un peu plus radicaux encore que co-budget en soi. Et c'est aussi pour ça que maintenant je me focalise sur cet outil, parce que je pense que c'est très concret et assez facile à mettre en place. Alors concrètement, quels problèmes ça peut résoudre? Alors il y a plusieurs différents.
Mais un, c'est qu'il y a pas mal d'organisations qui veulent avoir une gouvernance plus collaborative, comme on sait. Mais souvent, ça n'inclut pas aussi comment les décisions financières sont faites. Alors, il y a une volonté de distribuer cette responsabilité d'allouer les ressources. Et alors, avec CoBudget, tu peux très facilement vraiment laisser un grand nombre de personnes allouer une partie du budget eux-mêmes sur le pot qu'ils trouvent le plus important. Alors, un exemple qui pourrait bien aussi être corrélé avec, on a entendu avant, sur ces coopératives de Smart, par exemple, où un pourcentage du revenu de chaque personne va dans un pot commun. Avec un outil comme CoBudget, chaque personne pourrait allouer directement ce pourcentage du pot commun sur l'activité qu'il trouve importante. Alors, c'est une façon intéressante de combiner un intérêt commun et aussi activité individuelle. Parce que moi, en tant qu'utilisateur de CoBudget, je peux vraiment choisir moi-même, je vote avec mon argent pour la chose que je trouve le plus importante. Alors, peut-être pour donner l'exemple duquel c'est vraiment né, de Inspiral. Alors, dans le réseau Inspiral, il y a deux types d'entités. Alors, il y a des individus, ils s'appellent des contributeurs, et ils payent par mois ou année une contribution au réseau pour financer le commun. Il y a aussi des entreprises. Alors, c'est des coopératives, ou ça c'est plein de choses différentes. Et eux, ils font juste des contributions volontaires. Non, oui, c'est pas obligatoire. Et en tout cas, avec CoBudget, ces contributeurs et ces entreprises, ils s'appellent Ventures, ils peuvent allouer directement leurs contributions sur les activités qu'ils aimeraient faire. Et si tu reviens dans mes slides, il y a juste un screenshot, par exemple, exactement là. Alors ça, c'est un exemple du groupe Inspiral. On peut voir un bucket sur... alors en ce moment, il y a des problèmes financiers dans Inspiral. Ils sont en train de rééquilibrer le budget et trouver un peu un nouveau modèle. Alors ça, c'est un bucket pour financer cette équipe. Et là, on peut voir à droite tous les financeurs. Alors là, si tu descends. Alors c'est complètement transparent qui a donné combien. Et oui, alors ça c'est un exemple de comment Inspiral utilise cet outil. Mais une des choses clés qui est vraiment pas du tout résolue avec l'outil technique, c'est comment le faire de stratégie collectivement. Alors c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire sur la partie humaine, comment on fait de la gouvernance collective. Juste avoir cet outil, ça ne va pas du tout résoudre ça. Alors c'est vraiment une des choses qu'on est en train d'attaquer chez Inspiral et aussi dans WeShare, de comment est-ce qu'on peut faciliter plus d'espace où on peut avoir ces réflexions stratégiques avec le collectif et après agir individuellement sur l'application. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'améliorer. Et peut-être après, pour juste montrer le cas WeShare, qui est un peu différent et aussi encore vraiment en construction, parce qu'il y a pas mal de complexité aussi avec beaucoup d'entités dans des pays différents. Mais si tu reviens une slide avant, tu peux voir le screenshot de WeShare. Alors nous, on a testé trois types d'utilisation différents jusqu'à maintenant. Il y a une qui est vraiment seulement pour la transparence. Alors, c'est pas vraiment la meilleure fonctionnalité de l'application, mais on a des réunions chaque année avec les équipes locales pour décider les budgets de l'année. Alors, c'est juste les coûts fixes, toutes les choses comme le bureau, les outils techniques et quelques personnes clés qui gèrent l'organisation. Alors, c'est une réunion physique avec les personnes. Et après, on met tous les buckets sur CoBudget et il y a des entités différentes du monde qui contribuent à ces coûts fixes. Alors ça, c'est une utilisation qui est vraiment juste pour montrer très clairement et avoir une trace de qu'est-ce qui était financé, de qui, quand. La deuxième, qui est le plus facile à comprendre, c'est pour distribuer du bénéfice. Alors l'année dernière, le WeShare Fest Paris avait des bénéfices
Et au lieu que moi et l'autre personne qui a piloté le projet, au lieu que nous, on décide, nous deux, comment allouer ce budget, on a décidé de couper tout l'argent qui restait dans des petits parts pour chaque membre de l'équipe du Fest. Et alors, on a lancé une série de co-budgeting où les gens pourraient proposer des projets pour l'année prochaine, pour le WeShare Fest 2017. Alors, ça veut dire on avait une somme d'argent fixe et 20 personnes qui avaient une petite partie du budget qui pourraient comme ça, allouer ça à des projets pour l'année prochaine qu'ils préféraient. Et troisième, et ça c'est ce que j'avais déjà évoqué, c'est qu'il y a des gens différents dans le réseau WeShare qui travaillent dans le marché sur des projets commerciaux qui bénéficient du commun. Et alors eux, ils contribuent une partie de leurs revenus dans le pot commun via co-budget et ils peuvent allouer eux-mêmes cet argent sur les activités qu'ils préfèrent. Et ça fonctionne déjà bien en Espagne. Et en France, on est encore en train de trouver le bon modèle légalement et tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'ambition, que tout le travail qui est fait, aussi en dehors de WeShare, que ça peut bénéficier au commun et vraiment nous aider à les maintenir. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Oui. Avant de passer la parole, j'ai noté une petite phrase que je vais paraphraser dans le document. Il dit, c'est marqué, en remplissant ce bucket, donc ce seau, vous pourrez transformer des heures de contribution gratuites en heures de travail payées. Si j'ai bien lu ce qui était marqué, voilà. Mais c'est une phrase qui est assez significative si on veut en discuter un peu sur le fond, sur mais c'est aussi pour permettre des choses qui ne seraient pas faites peut-être du tout sinon. Voilà. Pierre-Yves, comment l'argent circule dans ce réseau Wikipédia Donc à l'heure actuelle, il y a deux principaux moyens de répartir l'argent. Donc les associations Wikimedia font une demande de subvention sur le wiki. Donc là, tout est transparent, il y a le budget, il y a le document de présentation, tout le monde peut le commenter, le critiquer, tout ça. Et au final, c'est une commission composée de bénévoles de Wikipédia qui juge et qui décide de l'attribution ou non des sous. Et depuis quelques années, parce qu'il faut savoir que tout ce système en fait, de répartition de l'argent, déjà il y a chaque année un peu plus d'argent qui est collecté, et puis tout ce système, on va à tâtons. Wikipédia n'existe que depuis 16 ans, donc déjà en 16 ans, le système de répartition des sous a évolué et peut être amené aussi à évoluer prochainement, donc on verra. Donc il y a notamment les grants, les subventions qui sont en plein développement depuis quelques années. Donc ça permet, à l'origine, ça finançait que des organisations, des associations Wikimedia. Puis ils se sont mis à accepter les demandes faites par des groupes de personnes. Puis à l'heure actuelle, on peut aussi, en tant qu'individu, si on veut se rendre à une convention, une conférence, si on veut tout seul développer un bout de code de MediaWiki, si on veut faire un atelier, on a des gros soucis pour recruter des rédacteurs et notamment des rédactrices. Donc là, il y a beaucoup d'argent qui va vers ça. Si vous voulez faire un atelier à destination des femmes pour rejoindre Wikimedia, vous pouvez demander des sous sur le wiki. Et le but, c'est que tout soit transparent. Depuis la collecte, on voit aussi, il y a le listing des donateurs. On peut même télécharger les données des collectes de Wikipédia. On peut analyser, savoir quand est-ce que les Américains donnent le plus. C'est surtout les Américains qui financent Wikipédia en fait, et les Européens qui le consultent un peu plus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de jouer sur la transparence et de dissocier en fait la collecte d'argent de la responsabilité éditoriale de Wikipédia. Parce que là on a accès quand même à un bien très particulier et donc ça serait délicat que le lien soit trop proche. C'est pour ça que la pub n'a pas été
un mode de financement accepté par la communauté, par le mouvement Wikimedia, pour que le lecteur aussi ait confiance dans la qualité des articles, dans le sérieux des articles, et que la communauté reste autonome, reste indépendante. Donc c'est pour ça aussi qu'on pourrait peut-être pas, je pense, passer à un système comme LibreAP ou tout ça, ou si la fondation Bill Gates décidait de filer 500 000 $ à tel projet mené en France, ou tel contributeur, tel rédacteur. Je pense pas qu'il filerait l'argent à certains rédacteurs, sauf certains sujets, par exemple. Donc ça pourrait être délicat. Donc l'idée, c'est, à mon avis, c'est pour ça. Et ça a tout le temps été refusé. Il y avait même, il y a quelques années, la communauté francophone avait mis en place une monnaie totalement fictive, la Wikimonnaie. Donc tout le monde avait une mise, un petit budget initial. Et puis pouvait soit féliciter d'autres contributeurs, soit faire passer une commande. Je veux un article sur l'économie de la Thaïlande, il n'existe pas à l'heure actuelle, où il faut l'améliorer. Voilà, je donne 50 Wikimonnaie au rédacteur. Et ça a très vite en fait heurté une grande partie de la communauté, et le projet a disparu. Donc visiblement, il y a un refus d'avoir recours à ces systèmes dont on a l'habitude dans l'économie classique, l'économie marchande. Donc à l'heure actuelle, c'est assez mal vu, même ces monnaies fictives. Et encore plus, il y a un gros débat depuis pas mal d'années sur ce qu'on appelle la contribution rémunérée, le paid editing. En fait, il y a des auto-entrepreneurs ou des entreprises qui se sont mis sur son marché et qui proposent leurs services pour rédiger des articles sur l'encyclopédie. Alors c'est très très mal vu, c'est pas totalement interdit, mais il faut être transparent là aussi, il faut signaler ces conflits d'intérêts. Donc si vous êtes le community manager du musée du Louvre, vous devez l'indiquer. Si vous êtes le chargé de com de Danone, vous devez l'indiquer sur la page. Alors bien sûr, certains le masquent, mais si c'est divulgué, si ça se sait, vous serez banni tous les jours. Enfin, chaque semaine, Wikipédia est très, très surveillé, et il y a des gens qui se font exclure du projet très régulièrement. Donc voilà un peu le système à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Marion, pour la suite, comment ça circule? Oui, nous on a fait un magnifique tableau. Vous allez voir, ça fait un peu mal aux yeux, mais il a le mérite d'exister, qui nous permet de voir l'argent qui a été attribué au projet. Donc là, je prends l'exemple de capacité parce que c'est le tableau qui est le plus abouti par rapport à nos explorations dans Catalyst à Nice. Donc là, en fait, c'était sur la période de février, tu peux aller vers la gauche, février à fin août. Donc on avait un total de 30 700 € pour le projet. Donc on avait un montant fixe, on savait qu'on ne pouvait pas dépasser ce montant-là. Et donc il y avait du travail à mener pour capacité, mais on ne savait pas encore quoi, comment, combien, qui allait se joindre à l'aventure. Donc on s'est dit, pour l'instant on va faire un peu, on va se laisser le droit d'explorer et de voir comment ça évolue. Donc on a quand même essayé de mettre en place des sortes de tarifs, si tu descends à gauche, des tarifs à l'heure. Parce que malgré tout, Wikipédia par exemple, c'est un projet où si tu décides de faire d'écrire une définition, c'est de ton propre, c'est toi qui décides. Mais dans Capacité, il y a quand même des contraintes, c'est-à-dire qu'il y avait des réunions à organiser, il y a des bilans de subventions à faire, il y a quand même des choses assez contraignantes à faire. Pour le montage, pour rencontrer les partenaires, il y a quand même des contraintes. Donc on s'est dit, on va essayer de tester un truc avec plus ou moins des tarifs horaires, selon le degré de contrainte et de responsabilité qu'on a dans le projet. Donc comme j'ai expliqué brièvement tout à l'heure le concept de capacité, le premier capacité qu'on a mis en place s'appelle la CAP, maintenant à Roubaix. Donc capacité, en fait, c'est vu comme un programme qui vise à permettre à d'autres capacités de se créer sur le territoire métropolitain, européen, français, régional français. Donc il y en a peut-être d'autres qui vont se monter à l'Île-Moulin, il y a plusieurs pistes. Et donc, il y a à la fois un budget pour la gestion de capacité globale, donc là tu peux le voir.
Donc là, c'est des subventions, pour l'instant, c'est des subventions fictives, enfin, c'est des montants fictifs, c'est les demandes de subventions qu'on a faites. On espère qu'elles nous seront allouées, mais on ne sait pas encore, donc on s'est basé là-dessus. On a ramené à 16 mois, et ça nous fait un budget par semaine. Donc on sait qu'on a ce budget-là pour développer capacité au niveau global, donc l'accompagnement de nouveaux capacités qui vont se monter, l'élaboration du site internet pour permettre à d'autres capacités de se monter. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais pour l'instant, du coup, on navigue à vue et on espère que ces financements seront validés. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce budget-là, on n'ose pas trop y toucher, mais on fait quand même des choses. Et après, si tu vas sur le budget Cap à Roubaix, à gauche, non, la phase 2, ça c'est pareil, donc ça c'est le budget qui est vraiment dédié uniquement à l'animation du capacité à Roubaix. Donc l'accompagnement qu'on a auprès des jeunes, les formations des jeunes à Roubaix. Je dis jeunes à Roubaix parce qu'ils ont entre 16 et 22 ans. Donc ça c'est vraiment un budget uniquement dédié à ça. Donc pareil, là c'est des budgets qui n'ont pas encore été validés. Et donc pour l'instant c'est de l'argent virtuel. Et le jour où ce sera validé, eh ben, on pourra se facturer en fonction de ce qu'on a récolté. Donc là, on voit qu'il y a vraiment pas mal de monde sur ce tableau-là. Il y a Isabelle, qui est, je crois, même dans la salle, qui est plus sur les aspects sérigraphie, formation, etc. des jeunes. Il y a les cuisiniers qui sont dans la cuisine en ce moment même, qui sont en train de former les jeunes à la cuisine et donc ils prennent aussi dans ce tableau. Enfin voilà, on est vraiment on essaye de vraiment avoir un fonctionnement agile. Et là aussi, on est en train de voir comment on va stabiliser les choses, parce que vous voyez qu'on est en déficit certaines semaines. Parce qu'il y a des semaines où il y a énormément de choses à faire. Pendant les vacances scolaires, par exemple, il y a besoin de beaucoup de monde, les jeunes sont beaucoup sollicités, donc il y a beaucoup besoin de les accompagner, etc. Et là, on est en train de voir que hors vacances scolaires, il y a moins besoin d'être présent en accompagnement, parce que ça commence à rouler. Et donc, on a moins besoin de prendre à certaines périodes. Donc tout ça, ça va s'ajuster au fur et à mesure du temps. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Mais juste à titre personnel, du coup, maintenant, moi, je ne vis que de ça. Que de ces projets-là, donc pas que de capacité, mais je prends donc dans capacité, dans Cap à Roubaix, qui s'appelle la CAP, je prends aussi de l'argent dans un budget qui a été dédié pour les Roomix, pour la Nice, et du coup ça me donne un deuxième magnifique tableau qui me permet de suivre tous les projets auxquels je contribue, et donc j'arrive à voir si tu vas vers la gauche, voilà, total pour chaque mois cumulé chargé. Donc là, on est sur du TTC, hein, donc c'est pas parce que j'ai mis 600 € le mois de janvier que je vais avoir 600 € net. Bien sûr, il faut enlever les charges, donc ça met ce 300 € net pour ce mois-là. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, ça évolue jusqu'à ce que maintenant, j'arrive à me faire un net plutôt correct selon les mois. Bon, il y a des mois plus intenses que d'autres, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à vivre uniquement de ces projets-là et de ne plus être dans une forme de contrainte ou de lien avec un prestataire direct. Voilà. Donc pour préciser, quand tu dis que tu prends, du coup c'est toi qui décides chaque semaine, enfin c'est les personnes en fait du projet décident chaque semaine la valeur de leur contribution. Et du coup on peut se poser la question de mais pourquoi du coup c'est pas défini en avance, pourquoi vous n'avez pas défini par avance le montant comme ça se fait plus classiquement où on dit tu vas travailler pour tant, pour telle mission. Pourquoi faire l'inverse? Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des projets nouveaux, donc déjà, on ne sait pas les besoins qu'on va avoir. Et nous, dans tous nos projets, l'objectif, c'est que ce soit autonome. C'est qu'à terme, par exemple, on veut que les jeunes de Roubaix soient totalement autonomes, qu'ils n'aient plus besoin d'accompagnateurs, que ce soit eux-mêmes derrière qui accompagnent les nouveaux. Donc si on se met dans une logique où on se dit, j'ai autant pendant 1 an ou 2 ans, on sait que déjà pendant 1 an ou 2 ans, on fige le projet et on sait qu'on va être dans une posture d'accompagnateur des jeunes, alors que ça se trouve, au bout d'1 an ou de 6 mois, ils n'auront plus besoin d'être accompagnés. Donc c'est aussi pour être vraiment dans une forme de fluidité et de répondre aux besoins existants et effectifs et pas d'inventer des besoins ou de créer des choses juste parce qu'on a été payé pour le faire. Et c'est vraiment aussi pour pas enfermer un projet qui pourrait rouler de lui-même. Et puis tout simplement, c'est ce que je disais, c'est parfois moi je vais être à fond dans capacité, dans la CAP, et puis il y a des fois j'aurai envie de faire autre chose. Donc ça va me permettre aussi de naviguer entre différents projets, de me ressourcer ailleurs pour pouvoir revenir ensuite et pas tout le temps être dans une monotâche qui peut être aussi un peu épuisante parce que c'est des projets qui sont assez intenses. Je vais me permettre de poser une question. Ah, il y a des questions dans la salle. Donc moi j'avais aussi des questions, donc je vais regarder combien il nous reste de temps là.
Il est 12h32, on est en overtime, parce qu'on aurait dû avoir fini à 12h30. Donc on se fait 10 minutes de questions en overtime. On fait comme ça? Allez. Moi j'ai une question très pratique. Bon, on se connaît, donc je sais concrètement, quand tu dis je prends l'argent, il y a quand même un certain nombre d'étapes administratives qu'on ne peut pas... Voilà, à un moment donné, il faut déclarer cet argent. Je sais toi comment tu fais. Tu as une structure et tu factures avec ta structure. Mais par exemple, un jeune qui rejoint Capacité, quand il prend l'argent, légalement, ça se passe comment derrière? Il a le même contrat que moi en fait. On est tous en contrat. Moi, je vais faire un petit topo du coup sur ce contrat qui, en plus, on a évoqué la question au moment des plateformes coopératives, c'est-à-dire de la question de l'auto-entrepreneur qui peut être un statut un petit peu précaire. Et donc nous, on a trouvé une alternative qui nous convient bien pour l'instant, qui est le statut en coopérative d'activité et d'emploi. Donc on a des statuts en fait d'entrepreneurs salariés. Ça nous permet d'avoir à la fois la protection du salariat, donc on signe un CDI, on cotise au chômage, on a la protection sociale, etc. Mais en même temps, on est notre propre chef, entre guillemets, puisque c'est l'argent qu'on va gagner par quelque source que ce soit, qui va nous permettre derrière de nous faire un revenu. Donc les jeunes, à chaque fois qu'un jeune ou qu'une personne, parce que c'est pas que des jeunes en Capacité, rejoint Capacité, ils signent ce qu'on appelle un contrat CAP, contrat d'accompagnement au projet d'entreprise, qui permet de tester son activité de 1 à 3 ans, de pouvoir faire des devis, faire des factures, accumuler de l'argent et de décider à un moment donné de dire bah là j'ai envie de me rémunérer maintenant, même si c'est 100 € par mois, ou alors je préfère attendre, cumuler jusqu'à ce que je puisse me faire un salaire de 1 000 € par mois. Voilà. De toute façon, ça c'est un contrat de test. Et puis ensuite, les personnes signent ce fameux CDI, mais qui est un CDI variable, selon bien sûr ce qu'on va gagner par rapport à nos actions, mais sur lequel on va cotiser l'ensemble des cotisations sociales et la structure qui héberge ce type de CDI donne accès à tous les services du salariat. Donc on peut avoir des prévoyances, on peut avoir voilà, vraiment toutes les... Donc c'est pour ça que dans les statuts, dans cette page qui résume les statuts, voilà, il y a le statut bénévole, l'auto-entreprise, l'entrepreneur salarié dans ce format de coopérative d'activité d'emploi. Après, il y a les statuts d'auteur, d'artiste, il y a l'intermittence, c'est un peu ce modèle-là aussi qui est hyper intéressant, mais vraiment réservé à un certain type d'activité. Bon, après, on pourrait très bien imaginer des statuts au sein d'entreprise ou au sein d'une collectivité qui donnerait, on pourrait être salarié dans une collectivité et avoir le droit de contribuer à des projets et que la facturation soit faite auprès de la collectivité ou de l'entreprise. Voilà. On n'a pas mis d'ailleurs le fait de pouvoir être dans une entreprise et de contribuer à des communs, c'est possible aussi. L'entreprise facture à la fin au collectif, au commun, et voilà. J'avais une autre question. Pas d'autres questions? Non? C'était la même question. C'était aussi la question que je voulais poser en fait. C'est un peu quel est le regard du droit du travail et quel est le regard des services fiscaux, mais ça vaut aussi pour les autres invités en fait, de savoir un peu ces histoires-là. Comment les différents cadres s'adaptent, le juridique existant s'adapte ou s'adapte pas aux logiques de contribution et de rétribution éventuelle, parce qu'il n'y en a pas toujours. Juste pour préciser un tout petit élément, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de ces statuts, donc pour l'instant, nous on a trouvé celui-là qui nous convient pas mal, mais qui coûte cher, parce qu'on paye une TVA, on paye des charges sociales, on paye des charges patronales, donc vous avez vu, hein, quand on passe d'un salaire chargé à un salaire net, ça fait mal. Donc on peut peut-être imaginer qu'à un moment donné, on arrivera aussi à sensibiliser les pouvoirs publics en se disant, bah, là on est en train de contribuer à des communs, donc est-ce qu'on peut trouver une manière de payer peut-être un petit peu moins de charges pour pas se retrouver dans une course, encore une fois, acharnée à devoir trouver de l'argent à tout prix. Donc à peu près la même question, mais pour les autres invités aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comme j'ai évoqué avant, ça peut être compliqué en fonction du pays et des structures. Heureusement, pour l'instant, CoBudget en soi, c'est juste une application qui aide pour prendre la décision. C'est pas du vrai argent qui passe par l'application. Alors ça veut dire que chaque groupe ou organisation doit vraiment trouver le bon modèle pour intégrer cette application avec le vrai argent et pour faire une interface avec la situation légale dans leur pays. Alors nous, on essaie maintenant aussi avec mon équipe de créer plus d'expertise sur le sujet pour aussi donner des bons conseils de qu'est-ce qu'on peut faire dans quel pays.
Et ça semble que en Nouvelle-Zélande, où c'était créé, c'est très très facile de créer des entreprises, c'est très léger en termes d'obligations, d'impôts et tout ça. Alors c'est peut-être ça aussi facilité le fait que c'est émergé là-bas. Mais je pense que c'est complètement faisable de trouver des solutions. Il faut juste bien y réfléchir avant de le mettre en place, notamment sur d'où l'argent vient et à qui ça arrive. Alors c'est vraiment cette question de flux d'argent. Alors comment tu peux le recevoir et à qui tu peux le donner, et est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut payer des impôts ou pas, ou est-ce que c'est une facture. Alors c'est des trucs très pas super intéressants et sexy, mais oui, il faut les réfléchir. Moi j'ai déjà évoqué un peu la question tout à l'heure. Nous on ne s'occupe pas du tout de ça, d'autant que LibéraPay c'est international. Alors je ne vous raconte pas le travail, si vous voulez faire ça pour tous les pays, vous pouvez utiliser LibéraPay, comment vous déclarez les sous. Nous on ne peut pas. Mais c'est vrai que... Ah, c'est bon? Oui, donc nous on ne peut pas faire ça nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il faudrait arriver, à la fin, ce serait bien d'avoir un wiki, quelque chose comme ça, pour que les contributeurs puissent savoir comment ils doivent déclarer les revenus dans leur pays. Voilà, mais pour l'instant, nous, on ne s'en occupe pas, parce que LibéraPay, c'est juste un intermédiaire financier, donc c'est pas votre banque qui s'occupe de déclarer vos revenus, que nous, c'est pareil. Je rebondis juste 2 secondes parce qu'en fait on a travaillé hier avec Changaco justement toute la journée et on est en train de voir justement dans quelle mesure LibéraPay peut répondre aux besoins d'un tableur Excel, que ce soit un peu plus sexy, accessible et facile à utiliser en procès. Alors peut-être juste pour rajouter, moi je pense que c'est un frein, le fait que parfois c'est pas clair comment ça fonctionne légalement et financièrement. Alors je pense qu'il faut plus travailler ces solutions pour que c'est plus accessible, de savoir ok je veux utiliser cette application, c'est très clair comment je peux intégrer ça dans mon organisation, parce que sinon ça freine des gens qui ne sont pas super excités par l'idée de regarder tous ces détails. Justement, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, des gens qui s'y connaissent un peu, si vous voulez aider, ce sera une contribution comme une autre, contribuer, voilà. Il y a un atelier cet après-midi sur ce sujet-là pour continuer justement à implémenter, à améliorer les outils. Donc, voilà. Une dernière question de Michel Bowens, et ça sera une des dernières parce qu'après ça on va aller manger assez vite. Enfin, comme j'ai l'habitude, ce ne sera pas une question. En fait, premièrement, moi je constate vraiment qu'il y a vraiment besoin, comme tu as dit, un droit du commun. Donc on voit que ça se développe. Et donc peut-être ma question, peut-être pas à vous directement, mais où sont les juristes pour l'économie du commun? Est-ce que ça existe déjà? Comment est-ce qu'on va le développer? On a vraiment besoin d'un cadre pour tout ce travail. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout théorique. Vous êtes tous déjà dans bouille, c'est ça qu'on dit? Donc il faut vraiment qu'il y ait ce cadre. Deuxièmement, aux personnes des services publics, aux fonctions publiques qui peuvent être ici, rien qu'à Shanghai, il y a 25 000 nomades digitales. Légalement, ils ne peuvent pas travailler en Thaïlande, mais ils travaillent tous, et ils ne sont pas inscrits dans leur pays. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas payer des taxes. Et donc il y a de plus en plus un leakage, des fuites. Donc il y a un monde transnational des contributions qui est en train de se créer, et il n'y a pas de cadre fiscal pour trouver en fait des solutions. Même les gens qui veulent payer des taxes, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ne sont pas résidents de leur pays et ils n'ont pas le droit de travailler, soi-disant, dans le pays où ils travaillent effectivement. Merci, c'est très intéressant. Effectivement, c'est un peu une disjonction entre un monde de la contribution qui n'a pas de frontières et des cadres fiscaux, légaux qui sont des cadres nationaux. Tout ça, ça pose quand même une très très grande question par rapport à la notion de transparence et qui vaut pour tout le monde, à savoir qu'on est dans des systèmes qui vont tracer la contribution, des systèmes qui vont tracer la rétribution quand il y en a, des systèmes comme ça qui laissent une trace et donc qui vont vers une espèce de société de surveillance généralisée quand même, qui va avec la transparence, qui pose une question importante de
comment on protège, enfin comment les gens peuvent souhaiter aussi protéger leur intimité ou garder une forme de secret ou de protection, comment vous gérez ça, et puis ça sera l'avant-dernière question. La dernière question, je vous laisse la présenter, mais ça sera la question de conclusion, c'est quels sont les gens qui ne pensent pas utiliser vos outils actuellement et qui devraient vraiment penser à les utiliser? Vous avez le temps un petit peu de réfléchir à ça en répondant à la question d'avant sur la société de surveillance. Alors au niveau de la transparence, sur LibreAP, il y a quelques options. Pour la vie privée, on peut masquer combien on reçoit par semaine ou combien on donne. On n'est pas obligé de tout publier. Mais par contre, dans les équipes, quand c'est un collectif, et qu'on fait de la rémunération libre, il faut obligatoirement que ce soit transparent, sinon c'est pas possible. Encore qu'on pourrait réserver ça à l'intérieur de l'équipe, que ce soit pas visible au public, mais ça n'existe pas pour le moment. Après, on n'a pas, je me souviens pas avoir eu des demandes pour ça, mais s'il y en a qui... Après, LibreAP, c'est un logiciel libre, c'est un projet qui évolue, et quand il y a des demandes, il faut venir... Alors je pense que, comme tu as déjà évoqué là, c'est important qu'il y a peut-être l'option de mettre quelque chose en public, mais que ce n'est pas obligatoire et que tu peux définir le cadre de la transparence. Dans CoBudget, pour l'instant, tous les groupes sont... alors, personne ne peut voir les groupes de l'extérieur, mais tout le monde dans les groupes a la même visibilité de toutes les choses qui se passent. Alors la transparence, c'est vraiment en interne. On réfléchit, on a dans le roadmap de créer des groupes publics pour les types de projets qui aimeraient bien afficher tout. Mais moi, je pense qu'il faut que c'est un choix et que c'est quelque chose que le collectif décide quel niveau de transparence ils aimeraient avoir. Et pour moi, personnellement, plus important, c'est vraiment aussi juste dans l'organisation en soi, c'est le premier niveau d'avoir cette transparence. Aussi parce qu'il faut de la confiance pour que tout le monde se sente à l'aise avec ça. Et tu ne peux pas créer de la confiance indéfinie dans le monde, mais il faut que c'est un groupe qui a des limites, comme avec un commun qu'il faut aussi protéger. Je vais juste rebondir parce que là, en termes de transparence et de justement traçabilité entre guillemets, on a essayé de tester quelque chose au niveau de capacité où en fait les gens chaque semaine viennent mettre une petite note de ce qu'ils ont fait. Donc ça permet à la fois aux autres de voir ce qui a été fait, de pouvoir aussi se situer par rapport aux autres parce qu'on se rend compte que les nouveaux arrivants, parfois ils ont beaucoup de mal à se dire bon là est-ce que je prends, combien, comment, etc. Donc c'est pour ça qu'on a essayé à la fois avec des référentiels en temps horaire, mais aussi le fait que les actions des autres soient visibles, et puis tout simplement pour des questions aussi de bilan, à un moment donné, si quelqu'un doit faire un bilan, qu'il puisse retrouver facilement qui a fait quoi, et de pouvoir se retourner. Et après, donc ça c'est un système qu'on met aussi en place avec les jeunes directement. Donc on avait fait cette expérience-là à Boulogne-sur-Mer en 2015. Là on refait la même chose ici avec les jeunes de la CAP. Et donc, ça a été un choc, surtout en 2015. Même nous, on n'arrivait pas du tout à le faire entre nous. Donc, on s'est dit, on va tester parce qu'eux ne savaient pas comment se répartir l'argent. Là, c'était que sur 2 mois. Donc, au début, ils étaient 15. Ils se sont dit, comment on va faire pour se répartir l'argent? On va se diviser par 15. Et puis après, non, finalement, ça ne va pas parce qu'il y en a qui partent en vacances, il y en a qui sortent, qui quittent le projet, il y en a de nouveaux qui arrivent en cours de route. Donc, ça n'allait plus. Donc, on leur a proposé ce système où on avait testé avec un saladier de coquillettes crues. Où ils devaient, on faisait passer le saladier de coquillettes un vendredi, et on leur a dit, combien de coquillettes vous prendriez par rapport à ce que vous estimez juste par rapport à votre contribution de la semaine. Donc il y en a qui ont pris 10 pâtes, d'autres qui n'arrivaient pas à en prendre, d'autres qui étaient hyper à l'aise. Et finalement, on leur a dit, réfléchissez, laissez-vous quelques jours pour réfléchir à quel système vous voudriez mettre en place. Et finalement, ils ont opté pour ça. Donc ils l'ont mis en œuvre vraiment sur un tableau Velleda très simple. Et on s'est rendu compte que ça permettait de quand même pas mal gérer les frustrations et les conflits. Qui est un outil technique quand même super, le tableau Velleda, parce qu'on peut effacer, adapter, réajuster selon... Parce qu'il y a eu des conflits quand même, c'était pas des conflits, et si on le faisait après 3 semaines par exemple, c'était très difficile. En fin de semaine, par contre, ça marchait assez bien. Mais c'est vrai que du coup, ils n'avaient pas besoin de se réunir sur certaines fois où se répartissait l'argent, ils n'avaient même pas besoin de se réunir.
ils notaient leur truc et en fait ils voyaient s'il restait de l'argent ou pas à la fin. Soit ils réajustaient aussi, ou ils prenaient plus s'il restait beaucoup. Mais du coup ça s'auto-organisait sur la rémunération. Ça marchait, finalement ça marchait assez bien. Les jeunes de Roubaix sont en train d'améliorer encore le système parce qu'il y a d'autres questions qui se posent avec des gens qui sont là en permanence pour assurer le nettoyage du local, par exemple, comment on fait pour rémunérer ça. Enfin, voilà. Donc il y a plein d'améliorations qui sont en train de se faire. Et ouais, peut-être pour conclure, c'est vrai que sur les Romix, on a ce fonctionnement-là aussi, où, comme on disait, on n'a plus de salariés au sein de la Nice, et on est aussi dans cette démarche d'explorer en termes d'innovation. C'est pour ça que je montrais tout à l'heure les photos de 2016, puisque les Romix viennent un peu conclure un travail de recherche avec le petit livret de 2 années, d'une année et demie, sur la question de la rémunération et l'économie des communs. Et donc maintenant on essaie de l'appliquer complètement à l'association à Nice, de faire fonctionner le salaire qui était précédemment sur une personne, on essaie de le faire fonctionner au sein du collectif et de voir ce que ça donne. Comme juste pour les Romix, il y a un tableau dédié, mais voilà, au sein de la Nice, il y a plein de petits tableaux maintenant qui se mettent en place. Et donc la question finale, hein, quels sont les gens qui ne pensent pas à vos outils ou vos méthodes et avec qui, franchement, ils auraient intérêt de regarder pour voir un peu ce qu'ils peuvent en faire? Est-ce que vous avez une idée? Vous n'avez peut-être pas d'idée. Vous ne savez pas, justement. Alors, je pense des organisations traditionnelles, ils n'y pensent pas encore vraiment, mais je pense que chaque équipe dans une entreprise pourrait commencer à utiliser ça, même sur des petits budgets pour gérer l'équipe, pour des choses qui sont, par exemple, mobilier, amélioration du travail. Alors je pense que ça c'est un point d'entrée intéressant pour aussi le monde classique, peut-être de commencer à hacker un peu leur culture et changer de pratique. Alors c'est quelque chose que j'aimerais bien voir se passer bientôt. D'autres idées? Non? Moi je pense qu'il faut tester, même si ça peut faire peur, ça peut être complètement hors du cadre. C'est vrai que ça demande aussi un changement de posture, de paradigme un peu. Moi c'est marrant parce que plus je le pratique, plus je me rends compte qu'à la fin de la journée, j'arrive à sentir plus ou moins combien a valu ma journée, ce qui est assez étrange finalement, mais c'est pas vraiment corrélé à du temps horaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment comment j'ai ressenti la journée, donc c'est vraiment de la posteriori, c'est assez étonnant à vivre. Bien, sur ce, je pense qu'on va conclure.